Bonjour à toutes et à tous. Ne vous inquiétez pas, nous sommes toujours sur le plateau de Femmes et Pouvoir, sauf qu'aujourd'hui, c'est notre spécial Hommes et Pouvoir. Parce que Hommes et Pouvoir, c'est une déclinaison de Femmes et Pouvoir, puisque on dit souvent que derrière tout grand homme se cache souvent une grande femme, mais on oublie de dire que derrière plein de grandes femmes se cachent souvent de grands hommes. Pour cela, on a décidé de donner une fois par mois la parole à des hommes de pouvoir qui n'ont pas peur des femmes de pouvoir. Alors, notre invité du mois s'appelle Pierre Neider Fanfan. Vous êtes président et chef de l'exécutif de votre entreprise qui s'appelle Probiosphère Inc., que vous avez créée il y a plusieurs années, plus de 5 ans maintenant. Probiosphère, en fait, produit et offre des additifs de traitement pour la purification des eaux usées en tenant compte de l'environnement. C'est vraiment votre priorité. Votre objectif, c'est de devenir la référence mondiale. Merci beaucoup, Carole. Tout le plaisir est pour moi. Je te remercie en fait de m'accepter, de me recevoir en fait sur le plateau de Femmes et Pouvoir. C'est tout un honneur pour moi. Merci. C'est un grand plaisir puisqu'on a envie de savoir ce que pensent les hommes. Quand je vous dis Femmes et Pouvoir, à quoi est-ce que vous pensez? Quand vous dites Femmes et Pouvoir, moi je pense directement à Isabelle Cocher. Isabelle Cocher, c'est la patronne d'une grande entreprise. C'est plus de 100 000 coéquipiers en France, mais partout dans le monde, les coéquipiers. Et c'est une mère de 5 enfants. Donc pour moi, c'est ça, Femmes et Pouvoir. C'est quelqu'un qui n'a pas négligé, qui n'a pas sacrifié famille pour travail, mais qui a effectivement su concilier les deux et arriver en fait au top, aux instances de pouvoir d'une organisation aussi puissante que Engie. Pour moi, c'est ça, femme, c'est ça que ça veut dire. Très bien. Alors, et qu'est-ce que signifie pour vous le mot pouvoir? En fait, le mot pouvoir, pour moi, ça signifie, c'est la capacité que possède un individu, un groupe d'individus, ça peut être une organisation et ça peut même aussi être un objet. C'est la capacité de modifier son environnement immédiat. Et est-ce que ce mot pouvoir, vous l'utilisez ou ça se traduit pour vous de la même manière dans votre espace personnel que professionnel? Parce que tout à l'heure, vous parlez d'Isabelle Cocher qui n'a rien sacrifié. Est-ce que, comme les femmes, ça se traduit de la même manière pour vous? Pour moi, le pouvoir, quand on regarde un peu plus dans les organisations, dans les entreprises, c'est lié au leadership. Donc, le leadership, moi, le leadership dans ma vie personnelle que j'encourage, c'est le leadership responsable. C'est-à-dire qu'on est en quelque sorte, et puis remarquez bien que pour moi, le mot pouvoir ne vient pas nécessairement avec une hiérarchie. Ce n'est pas quelque chose qui est concédé par votre position dans la hiérarchie. Peu importe où vous vous trouvez, en fait, quelqu'un peut modifier, quelqu'un peut avoir un comportement, quelqu'un peut avoir une façon de faire, etc., qui modifie son environnement, qui influence les autres dans son environnement. Donc, pour moi, dans ma vie personnelle, le pouvoir, c'est l'exercice du leadership professionnel et personnel aussi, d'une façon générale. Et c'est le leadership responsable. Très bien. En fait, c'est vraiment le partage de l'influence de manière à ce que tout le monde y trouve son compte. Très bien. Est-ce que vous avez noté dans votre environnement, qui, je pense, est quand même assez masculin, une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme ou une femme? Oui, tout à fait, tout à fait. Il y a définitivement une différence. Et l'exercice du pouvoir du côté des hommes, mais c'est ce qui est normal d'ailleurs, l'homme fait toujours appel à son côté masculin. Donc, on parle d'une culture très masculine qui implique la compétitivité et des fois même des rapports de force qui incluent l'exclusivité, c'est-à-dire être le top, être le meilleur, c'est tout ça qu'on voit. Tandis que les femmes vont faire appel justement à leur côté féminin, leur féminité, qui vient, on parlera de pouvoir avec l'inclusivité au lieu de l'exclusivité. Oui, c'est un partage, c'est une collaboration, c'est plus souple, c'est plus subtil et c'est plus, à mon avis, plus performant aussi, en fait, de cette façon-là. C'est vrai. D'ailleurs, toutes les études le démontrent que les espaces où il y a beaucoup plus de femmes dans les instants de décision fonctionnent beaucoup mieux. Définitivement, définitivement.
On dit souvent pour les femmes que quand elles ont réussi, c'est parce qu'elles ont dû sacrifier quelque chose. Est-ce que c'est la même chose pour les hommes? Si on regarde le pouvoir, quand on parle de pouvoir que l'on voit maintenant, qui nous est imposé, c'est-à-dire est très masculin, nos organisations sont comme ça, très compétitives, très... Exclusif, comme ce que vous disiez tout à l'heure, très exclusif, comme vous très disiez exclusif, très compétitif. C'est des milieux, des environnements très, très, très où la compétition est forte et des fois même des rapports de force. C'est normal, en fait, qu'il y ait des rapports de force et tout ça. Alors, si on dit que pour une femme d'accéder à ce genre d'instance-là, et si oui, elle doit sacrifier sa féminité. Et c'est ce qui est dommage parce que c'est ce qu'on a besoin, justement, pour rééquilibrer nos organisations. C'est que la femme garde, en fait, ce pouvoir qu'elle a de faire les choses différemment. Donc, quand une femme, en fait, agit exactement comme un homme, parce que ne vous méprenez pas, une femme est capable aussi de compétitivité. Elle est capable d'être compétitive, elle est capable d'être forte, elle est capable d'être très exclusive aussi, mais ce n'est pas son côté naturel. C'est parce qu'elle le mettra en avant en premier. Donc, c'est comme quand il y a ce sacrifice-là, ben, ça fait que les femmes ont du mal à rester dans des milieux où c'est compétitif, en fait. C'est ça, où c'est trop masculin. La culture est trop masculine. Est-ce que, alors, ça m'évoque deux choses. Est-ce que les femmes devraient mettre en place une stratégie pour accéder dans ces milieux-là et y rester? Ou est-ce que, au contraire, c'est les organisations qui devraient tout faire pour favoriser leur présence dans ces milieux-là? Oui, d'abord, en premier lieu, je dirais les organisations doivent le faire. Les hommes, en fait, doivent faire l'ouverture. Mais ça se fait, écoutez, c'est pas... on voit en fait l'Europe, l'Union européenne, on voit beaucoup de mouvements comme ça qui arrivent avec les femmes aux instances de pouvoir. C'est pas pour rien, mais il faut qu'on constate, nous les hommes, que notre système, notre façon de faire, nos organisations n'ont pas créé des employés heureux, on n'a pas créé des citoyens heureux avec des systèmes aussi compétitifs et masculins. Nos milieux de travail, en fait, ne font pas... C'est pas pour rien aussi qu'on a beaucoup de dépression. Ça monte en flèche. C'est une personne sur 9 aura déjà exprimé dans sa vie, en fait, une étape de dépressivité. C'est énorme. Donc, oui, on voit le mouvement commencer. Les organisations ont un rôle à jouer dedans. Ils ont une part à jouer. Ils doivent effectivement ouvrir les portes des instances de décision aux femmes pour que ça change. Mais comme je disais tantôt, il ne faut pas non plus que les femmes se mettent à agir comme des hommes. Il faut que les femmes restent des femmes. C'est-à-dire que non seulement accepter les femmes à ces postes-là, mais aussi accepter leur féminité, accepter les femmes avec leur bagage émotionnel, leur intelligence émotionnelle et tout ce qui vient avec la féminité qui va effectivement faire des organisations beaucoup plus équilibrées, beaucoup plus meilleures en fait que l'on connaît actuellement. Est-ce que les femmes ont une part de responsabilité dedans? Mais tout à fait, tout à fait. Comme je dis, ce ne doit pas être facile pour les femmes d'accéder à des milieux qui leur impliquent un sacrifice, parce qu'on dit aux femmes, mais gardez chez vous, en fait, vos sensibilités, votre sixième sens, vos trucs, on vient ici. Non, c'est très difficile. Non, elles ont une part de responsabilité dans le sens qu'elles doivent absolument garder... il y a une réforme qui doit se faire, en fait, dans notre société, dans nos organisations, c'est certain, et les femmes ont un rôle primordial à jouer dans ces réformes-là à venir. Que pensez-vous de l'instauration des quotas? Est-ce que ça pourrait être une solution? Les quotas? Les quotas. En fait, les quotas, c'est des décisions législatives qui obligeraient les organisations ou les institutions à imposer un pourcentage de femmes dans les instances de décision. Ah oui, tout à fait, absolument, absolument. C'est déjà un premier pas. C'est déjà un premier pas, en fait, pour avoir un peu plus de femmes à l'intérieur des instances de décision. Et puis ensuite, on verra maintenant pour l'aspect accepter les femmes telles qu'elles sont, non plus pas leur demander d'être là, mais d'agir comme des hommes. C'est pas ça. D'être elles-mêmes, en fait. C'est d'être elles-mêmes, de rester elles-mêmes. La différence et d'en faire une force et non une faiblesse. Tout à fait, absolument.
Quelle est la réflexion la plus sexiste que vous ayez entendue et comment avez-vous réagi? C'est-à-dire quand vous vous retrouvez en milieu d'hommes, est-ce que ça vous est arrivé d'entendre une réflexion extrêmement sexiste ou contre l'égalité des sexes en entreprise? Je ne sais pas, peut-être que j'en ai entendu, mais que j'ai pas fait attention. Mais non, dans mon milieu, heureusement, je n'ai pas entendu ça. Et c'est vrai qu'on n'a pas nécessairement toujours vu l'égalité d'une façon, comment dire, subtile, elle n'est pas là. Mais entendre des gens, en fait, prononcer des choses négatives, moi, je ne sais pas. Peut-être que j'ai entendu, mais que je n'ai pas retenu. C'est passé comme... c'est pas... Donc ça ne devait pas être très grave alors. Non, ça ne devrait sûrement pas être grave, effectivement. Très bien. Sur ces propos, on va marquer une petite pause et on revient dans quelques instants. Avec plaisir, avec plaisir. Nous sommes de retour dans notre émission Hommes et pouvoir avec notre invité du mois, qui est M. Pierre Neider-Fanfan. Et nous parlions des quotas, de l'importance que les femmes restent elles-mêmes pour rester et pour accéder aux espaces de décision. J'ai envie de vous demander, pourquoi est-ce que les hommes ont peur des femmes de pouvoir? Pourquoi? Ben, c'est une culture, hein, en fait. Quand on a accepté cette culture pour vrai, on a accepté cette culture pour la culture masculine de compétition et tout ça, on a accepté et on pense que c'est ça qui fait le bonheur de nos citoyens, c'est ça qui fait la prospérité de nos entreprises. Donc, finalement, quand une femme arrive avec d'autres idées, d'autres façons de voir les choses, donc nous, on est un peu ébranlés parce qu'on pense, voilà, mais pour avoir le succès, c'est ça. Mais écoutez, on la voit comme une concurrente, en fait. C'est ça. Force est de constater maintenant que non, le système, la culture masculine, effectivement, ne fonctionne pas vraiment comme on voudrait. Il faut qu'on arrive à changer, à penser différemment. Est-ce que vous avez une phrase, un proverbe, un adage, quelque chose la phrase qui illustre le plus votre personnalité ou vos engagements? Ben, puisqu'on est encore à parler effectivement de l'accession des femmes et au pouvoir, aux instances de pouvoir, j'ai une phrase de Isabelle Cocher encore, je m'excuse, et qui disait il faut que dans nos organisations, on passe d'une culture où il est interdit de rater à une culture où il est interdit de ne pas essayer. Et vous voyez, pour moi, il n'y a qu'une femme qui pourrait dire ça. Parce que nous, encore une fois, nous, c'est interdit de rater. Donc, on a la peur au ventre et puis on travaille. C'est des milieux, le milieu masculin dans nos organisations, il étouffe même les hommes aussi, et qui ne peuvent pas effectivement évoluer là-dedans. Donc, moi, je pense que ça prenait une femme pour dire une chose comme ça, c'est de par sa sensibilité pour dire que nos cultures doivent changer de l'interdiction de rater à l'interdiction de ne pas essayer. On est encouragé, on est assisté, on est pour essayer des choses. Est-ce que ça, c'est pas une culture très européenne? Parce que c'est vrai que c'est en Europe qu'on a un peu cette angoisse. De l'Europe, en tout cas, on a l'impression que dans les espaces anglo-saxons, que l'importance d'essayer est très encouragée, qu'on a le droit à l'erreur, mais semble-t-il que non, que... Pas seulement. D'abord, l'Europe m'étonne un peu. C'est une société quand même très conservatrice, l'Europe. Et pourtant, ils ont amorcé ces mouvements-là. Donc, on retrouve beaucoup de femmes dans les instances de décision, l'Union européenne dernièrement, et puis d'autres organisations. Et comme ça m'étonne un peu. Et puis que l'Amérique du Nord, effectivement, nous, on n'empiète pas encore le pas, en fait, vers ces genres de décisions-là pour changer, en fait, nos structures organisationnelles. L'innovation ouverte, on parle plus, c'est un courant, c'est un mouvement.
on parle d'innovation ouverte, on parle d'inclusivité, on parle de participation et qui donne des solutions et des solutions beaucoup plus durables que des solutions qui sont prises en silo. Donc, encore une fois, un problème de la culture. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle seriez-vous et pourquoi? Ah ben ça, je serais Nelson Mandela. Ben, pourquoi Nelson Mandela? Parce que imaginez quelqu'un qui a vécu 27 ans en prison, dans des conditions en fait des fois exécrables, et dormir au froid et ne pas avoir accès à une brosse à dents, devoir utiliser de la cendre en fait pour se brosser les dents et tout ça, et qui arrive aux instances les plus élevées du pouvoir et qui avait la possibilité effectivement de se venger, de se venger. Mais il a choisi. Et moi, je pense que ça, c'est ce qu'on appelle le côté féminin de l'homme. C'est comme ça qu'il a effectivement choisi de pardonner et d'unir une nation au lieu de la diviser. Si vous aviez un jour pour changer le monde, par quoi commenceriez-vous? Supposons que vous avez une baguette magique et que la fée vous dit vous avez 24 heures pour changer le monde. Qu'est-ce que vous changeriez? C'est un peu, disons, le pardon. Je viens juste de parler de Nelson Mandela, le pardon. Je pense que ça apprendre aux êtres humains à pardonner. À pardonner, oui, à comprendre et à voir et à la puissance du pardon. Ça veut dire qu'il faudrait renouveler ou en tout cas réactiver chez l'être humain son côté humaniste, parce que je pense que c'est peut-être ça qu'on a un peu perdu. Tout à fait. Si vous étiez un animal, lequel ou laquelle quel animal seriez-vous? Je pense que je serais un chien, par exemple. Le côté du chien que j'aime, c'est... un chien, ça ne tient pas rigueur. Vous pouvez lui faire quelque chose la veille, le lendemain, il est content de te voir pareil. Il est toujours content de voir les gens. Il ne tient pas rigueur, il oublie le passé, et puis il est constant, en fait. C'est comme un amour constant. Hein. C'est des qualités que j'aime chez le chien, donc c'est peut-être pour ça que... OK. Donc le chien, il pardonne aussi peut-être un peu? Le chien, il ne tient jamais rigueur. On peut lui faire du mal aujourd'hui et le lendemain, il est toujours content. Il est toujours content de voir son maître. Il est toujours content de... C'est vrai. En préparant cette rencontre, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, une image, en tout cas quelque chose qui, de votre point de vue, symbolise le pouvoir ou la masculinité, ou le pouvoir et la masculinité. Est-ce que vous avez pensé à quelque chose? Écoutez, j'ai pensé beaucoup à trouver. J'ai trouvé aucun objet. Mais finalement, je me dis, en voyage partout en Afrique du Sud, de l'Afrique du Sud du Cape Town jusqu'à Gaspé, j'utilise ce livre-là, Ne me laisse pas. Ça fait déjà 365 jours qu'il m'accompagne dans tous mes voyages et qu'il est toujours au niveau de mon... C'est pour ça que je pense... c'est un symbole, ça peut être n'importe quel livre, mais c'est un symbole de la connaissance. Très bien. La connaissance, c'est ce qui fait que nous pouvons évoluer. C'est ce qui fait le pouvoir, en fait, aussi. Quel message auriez-vous envie de délivrer aux hommes qui nous regardent, aux téléspectateurs qui nous regardent et qui peut-être seraient un peu réticents sur la question de l'égalité, qui trouvent que ça n'a pas lieu d'être? Est-ce que vous auriez un message pour eux? Je pense que si les gens n'ont pas compris, en fait, parce que les hommes qui seraient réticents, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pas que les femmes viennent et agissent comme des hommes et agissent comme eux et prennent le pouvoir, en fait, qu'ils avaient dans le même, comment dirais-je, système qu'ils évoluaient déjà. C'est parce que c'est un changement même pour eux, parce que nous aussi, les hommes, en fait, j'en ai rencontré plusieurs personnes qui ils se sentent étouffés, en fait, dans notre façon de faire. Cette masculinité poussée à outrance, cette compétitivité tout le temps, être toujours le premier, être toujours le meilleur, on finit par se fatiguer. Et je pense que les femmes, en fait, de par leur nature, et peuvent apporter un changement, en fait, à cette façon de faire et être quand même aussi bien performants, quand même. Nos organisations mérite d'être changé. Frédéric Laloux écrit un livre qui dit, que m'a fait découvrir un ami il n'y a pas longtemps.
le changement, réinventer nos organisations. Et je pense que les femmes ont une partie de la réponse. Les hommes sont peut-être d'accord qu'il faut réinventer nos organisations, mais ils ne comprennent pas quel rôle devraient pouvoir jouer les femmes. Comme je dis toujours, il faut que les femmes jouent un rôle de femmes et non pas des femmes qui agissent comme des hommes. Là, ça fait peur, ça fait... parce que je dis, une femme peut être compétitive, et quand elles sont compétitives, elles sont très elles sont féroces. Elles sont féroces, oui. C'est ça. Donc, Si un petit garçon regarde cette entrevue et déclare « Quand je serai grand, je voudrais être Pierre Neider Fonfon », vous lui diriez quoi? Je lui dirais de rester lui-même. Václav Havel, l'écrivain tchèque, disait que le vrai test de l'homme, ce n'est pas quand il joue le rôle qu'il s'est assigné lui-même, en fait je traduis, c'est quand il joue le rôle que le destin lui assigne. Donc en restant lui-même, il trouvera bien en fait le rôle qu'il doit jouer et rentrer dans sa destinée. Et rentrer dans sa destinée. Vous êtes un homme de pouvoir, vous êtes un homme qui avait une vision humaniste de la société. Vous avez beaucoup parlé de la tolérance, du pardon, le fait d'accepter l'autre avec ses différences. Donc, en un mot, en une phrase, en tant qu'homme de pouvoir, quel est votre super pouvoir? L'humilité, je pense. Oui. Très bien, ça sera le mot de la fin. Merci. J'aime beaucoup le mot humilité parce que ça me rappelle un verset de la Bible qui dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil la chute. C'est vraiment un verset que j'aime vraiment beaucoup. C'est magnifique. En tout cas, on a été ravis de vous avoir et on poursuit l'évolution de votre entreprise et on va s'assurer que ce soit la première référence mondiale. Merci. Merci beaucoup, Carole. Ça a été un plaisir, effectivement, d'être sur ce plateau. Merci. C'était Femmes et Pouvoir avec notre rubrique Hommes et Pouvoir et nous étions avec Pierre Neider Fonfon. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, mais aussi sur YouTube pour voir les émissions qui ont déjà été diffusées et bien évidemment sur notre site www.femmesetpouvoir.org. Je vous dis à très bientôt. Merci.